Francis Kern, je suis professeur d'économie, émérite d'économie de l'Université de Strasbourg. Là, j'y ai fait ma carrière. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Colécosol, Collectif pour une économie solidaire, qui travaille beaucoup sur le commerce équitable et les questions de consommation responsable. Ce Colécosol, c'était un Colécosol Alsace, et avec les nouveaux découpages territoriaux, on est devenu Colécosol Grand Est pour pouvoir mieux, négocier avec les instances régionales. Nos amis lorrains n'étaient pas organisés en collectif, ça leur a permis d'intégrer notre collectif et d'avoir aujourd'hui des interactions qui sont tout à fait intéressantes sur leur expérience par rapport à la nôtre. Voilà. Et ben, l'Alsace, elle a son histoire, et moi je dirais que sur l'Alsace, dans un premier temps, je partirais peut-être d'une boutade de dire que l'Alsace a été d'abord son ouverture européenne, sa position au cœur de l'Europe, qui m'a beaucoup interpellé. Et ces dernières années, le fait peut-être, quand j'étais gamin, en me baladant autour de l'Orangerie ou au club de tennis, je voyais arriver les voitures qui arrivaient au Conseil de l'Europe, et que du Conseil de l'Europe, le Parlement européen, et le fait que j'ai découvert plus tard, quand je faisais le cours sur l'intégration européenne à mes étudiants aussi, que la première rencontre européenne s'est faite au Palais universitaire, dans l'aula du Palais universitaire en 1949, parce qu'il n'y avait pas de salle assez vaste à Strasbourg pour accueillir ce nouveau congrès, avant qu'il y ait donc ce bâtiment provisoire face à l'Orangerie, et bien sûr aujourd'hui ce que l'on connaît du Palais de l'Europe d'une part et du Parlement européen de l'autre. Alors pourquoi ? Parce que c'est aussi, je suis toujours battu pour ça, une sensibilité autour de ça, c'est que Strasbourg était le siège des institutions démocratiques de l'Europe, et que Bruxelles était le siège de l'exécutif et des lobbies. Et je pense que ça reste aussi, et maintenant on communique dessus, ça reste un élément important, d'abord de ne pas concentrer toutes les institutions au même endroit, et que de par son histoire, Strasbourg avait une légitimité à rester capitale européenne, de par son histoire, depuis l'époque rhénane jusqu'à aujourd'hui, en tant que république urbaine, en tant qu'une Alsace qui a été dans cet espace rhénan, et même si elle a été source de tensions et de rivalité entre la France et l'Allemagne, elle a aussi eu sa part, et j'ai été très sensible quand j'étais plus jeune aussi, au fait que les Alsaciens, malgré leur culture alémanique, malgré leur dialecte, eh bien, se sont sentis français au lendemain de la Révolution française. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est Friedrich Engels qui le rappelle dans un de ses travaux, en disant quand même la particularité alsacienne, c'est qu'elle n'est pas, justement, ça montre ce que c'est qu'une nation, elle n'est pas francophone, et pourtant, les Alsaciens se sont toujours sentis, enfin depuis la Révolution, citoyens de la République française et citoyennes de la République française. Oui, je pense que la tradition de République urbaine et la décapole a pu se retrouver ensuite dans cette volonté de pouvoir adhérer à la Révolution française, quoi. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est plus compliqué alors à analyser, c'est la position de Strasbourg et des villes par rapport au reste de la région, au reste de la plaine d'Alsace. Donc, le rapport de la ville avec le monde rural. Moi, je suis un peu, j'allais dire, on pourra en parler à d'autres moments, un compagnon de route des écolos, mais ça depuis que j'ai découvert, enfin depuis que j'ai voté Rebet-Doumont en 1974 et depuis que j'ai connu les travaux d'André Gors et autres. Donc je veux dire, je suis, sans être forcément sur les étiquettes, mais de l'écologie politique, et j'ai toujours été effectivement... J'ai trouvé ça assez lamentable, la position et de Cohn-Bendit, et aussi celle d'Alain Lipiès quand il était député européen. Pour simplifier les choses, on met tout à Bruxelles, et ça va vraiment à l'encontre de tous nos idéaux sur décentralisation, de séparation des pouvoirs et autres. Voilà, donc j'étais contre, je trouvais ça tout à fait malvenu. Moi, ce qui m'a le plus heurté, elle a une longue tradition industrielle, puisqu'on sait quand même que l'un des berceaux de la révolution industrielle, ça a été Mulhouse, et les vallées vosgiennes, et ça aussi, on le reprend souvent. Il y a même des rapports sur la manière dont étaient traités les travailleurs, les prolétaires, dans le textile et dans la construction mécanique, surtout dans les vallées textiles et dans la construction mécanique. Donc il y a une longue histoire industrielle qui est très intéressante, surtout à Mulhouse, une longue tradition qui est davantage culturelle, mais aussi quand même industrielle sur Strasbourg. Et bien sûr, après, c'est le rapport que ces villes entretiennent avec leur hinterland, avec
avec le monde rural, quoi, d'avoir une agriculture extrêmement prospère et très riche, vraiment, avec ses terres leuciques. Et ça m'a posé très vite. Après 68, avec un ami et collègue Jean-Marc Zuber, on a beaucoup travaillé sur cette question. On a fait notre mémoire de DEA à l'époque sur justement la question du redéploiement urbain et industriel des villes sur la plaine d'Alsace. Et on est aujourd'hui encore dans cette catastrophe écologique, environnementale, puisque du coup, mais c'est pas le cas, vous direz, ça j'ai découvert tout récemment de Jean Vogel, l'ancien maire de Salles, parce qu'on a fait plusieurs conférences ces derniers temps ensemble à deux voix, qu'en fin de compte, c'est vrai que dans beaucoup de parties du monde, c'est un vrai problème. Les villes sont construites dans des endroits qui sont des endroits où se trouvent aussi les terres les plus fertiles. Évidemment, c'est pas dans les zones montagneuses, c'est pas dans les zones arides, et donc il y a ces conflits d'intérêts entre l'usage des sols et qui est effectivement très fort. Et je pense que l'Alsace là-dessus, malheureusement, d'abord c'est un territoire qui est quand même très exigu, 8000 km² et petit, qu'il y a une plaine d'Alsace extrêmement fertile, et que de ce fait, le redéploiement urbain, surtout après la Seconde Guerre mondiale, quand il commence à devenir extrêmement consommateur de terres et d'étalement urbain et industriel, a pris des proportions dramatiques, quoi. Des années 50, 60, et ça ne s'arrête pas. Le GCO étant sans doute le dernier exemple de cela, mais nous, on avait déjà à l'époque, si vous voulez, cette contradiction entre le redéploiement urbain industriel d'un côté et la diminution des terres agricoles de l'autre, parce que c'est quand même ce qui est en jeu, eh bien, on l'avait déjà rencontré dans les premières luttes qu'on avait appelées écologico-foncières, quand on a essayé de défendre, d'empêcher l'installation dans des grandes zones rhénanes, entre autres à Markolsheim, où devait s'installer, je crois que c'était la Chemiechewerke, l'industrie chimique, qui était donc la stratégie Flimelin-Urich à l'époque. Hein. Urich, qui était directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, ils avaient cette idée, pour industrialiser Alsace, on va mettre à disposition, entre autres de l'industrie allemande, des grands territoires, des grands espaces le long du Rhin. Et donc là-dessus, on avait déjà, dans un petit journal d'après 68 aussi, qui s'appelait Husum Volk, et j'adore Husum Volk, qui avait trouvé René Saguer à l'époque, parce que ça veut dire à la fois à propos du peuple et à la fois issu du peuple, Husum Volk. Et c'est très alsacien. Donc du coup, dans ce journal, dans un premier temps, c'était l'hebdomadaire du peuple alsacien, puis c'est devenu l'hebdomadaire libre des Alsaciens, et puis plus tard, quand on est devenu mensuel, on l'a appelé mensuel de l'Alsace en liberté. Je crois bien qu'il y a toujours ce suivi, qui était un peu l'homologue de Klapperstein à Mulhouse. Et dans Husum Volk, donc, c'était un des premiers combats, ça a été de lutter contre l'installation de ces vastes zones industrielles le long du Rhin. Et donc, on avait déjà appelé ça des luttes écologico-foncières. On était début des années 70. Et l'autre moment fort, ça a été la construction de l'autoroute. Aujourd'hui, ça paraît à tout le monde évident, aux jeunes générations, l'autoroute A35. Donc, l'autoroute Strasbourg-Paris. Et il y a eu des batailles d'abord sur la construction, et deuxièmement, à l'époque, des agriculteurs, entre autres autour de Bernolsheim, ont fait de la résistance parce que c'était les terres leuciques des collines de Brumath, sur lesquelles est passée cette autoroute. Il était question d'un second tracé, je me souviens, qui aurait dû suivre la vallée de la Zorn en contrebas, et le grand argument était de dire non, parce qu'il y a trop de risques de brouillard, et donc c'est trop dangereux pour la sécurité routière, donc il vaut mieux passer en hauteur. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Alors ça, c'est une chose. Déjà, l'emprise d'une autoroute, c'est une première chose. Mais évidemment, ce qui avait dû se passer avec l'étalement urbain, il suffit que chacun d'entre vous, aujourd'hui, 2020 ou 2021, fasse un tour, mais je suis plus que catastrophé. C'est-à-dire la zone industrielle et commerciale et logistique de Brumath qui s'étend, Bernolsheim a été noyé. Village, encore il y a 40 ans, village agricole avec des terres extrêmement fertiles. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une zone commerciale dans l'extension de Brumath, quoi. Etc., etc. Donc pour dire que la question que vous posiez, que ce qui est dommageable pour l'Alsace, c'est qu'une bonne partie de ces terres fertiles, de ces terres leuciques, ont été artificialisées, terme qui est devenu très, très mode malheureusement, macadamisées, bétonisées, et on a l'impression que si vous voulez, une sorte de logique, elle se ralentit peut-être, mais pour l'instant on n'arrive pas à l'arrêter. Pour une autre raison, c'est que les communes
Évidemment, les zones commerciales, c'est des sources de revenus pour les communes. Donc chaque maire veut avoir sa zone artisanale et commerciale. Donc c'est autant de terrains de plus. Bien sûr, des lotissements fondés sur la maison individuelle, même problème. Et il y a quelques années, maintenant ça fait 2-3 ans, je n'avais pas été depuis longtemps en voiture, puisqu'on prend l'autoroute, sur la route, l'ancienne RN4 vers Saverne. Et quand je suis arrivé à Marlenheim, oui, je crois que c'est parce qu'on était visiter une structure d'insertion là-bas, où il y avait une fête le soir, c'était très bien, heureusement, mais je ne me repérais plus, quoi. En bon alsacien, je savais plus où aller et où j'étais au milieu de toutes ces bretelles et zones de taux, c'est-à-dire le village de Marlenheim et tout, c'était devenu aussi un magnifique centre commercial et industriel.